Vous savez qu'il est avocat constitutionnaliste, communicateur, mobilisateur et musicien, drummer. Oui. Maxime Laporte a été, à 26 ans en 2014, le 80e président général de la Société Saint-Jean-Baptiste. On dit toujours qu'il est le plus jeune à avoir exercé cette fonction depuis 1834. Ça ne nous rajeunit pas. Alors, il a fait plein de choses, vous irez voir sur Wikipédia. Je te cède la parole à l'instant. Alors, mes chers amis, très chers amis, bon, par où commencer? Par où commencer? Comment arriver à ce qui commence? Alors, à la suite de la très provinciale élection du 1er octobre dernier, que dire qui n'a pas déjà été dit? Alors, ce soir, je me présente devant vous, non pas comme analyste ou politologue. Je vais laisser volontiers aux fins observateurs de notre scène politique la tâche de dresser tous les post-mortems qui s'imposent et, s'il le faut, pratiquer l'autopsie des cadavres qui, hélas, jonchent le sol de nos batailles, hélas, trop souvent perdus. Car il y en a des défaites, vous savez. Et ça, si on est sérieux, eh bien, il faut en prendre acte. Tout combat comporte son lot de défaites. La vie elle-même est parsemée d'échecs. Mais échouer, ce n'est pas une raison, évidemment, de se laisser mourir. Et au contraire, comme disait le sage chinois Lao Tzu, l'échec est le fondement de la réussite. Et dans notre cas, la réussite, eh bien, je crois que ça commence par vous tous et toutes. Ça commence par chacun de vous. Vous qui êtes là, vous qui résistez, vous qui ne lâchez jamais, et vous qui êtes là pour se battre, pour arriver enfin à nos fins. Et je sais que ce n'est pas quelques obstacles, ce n'est pas quelques intempéries qui vont vous arrêter. Et je sais que vous savez aussi qu'il va y en avoir d'autres combats. Et qu'il va y en avoir d'autres défaites aussi. Et d'autres batailles difficiles. Mais aussi qu'il va y avoir des victoires, il va y avoir des gains. Il va y avoir des avancées. Et en bout de ligne, eh bien, c'est l'espoir, c'est la volonté, notre volonté, et c'est la liberté qui triomphe. Et c'est ça, se battre. C'est ça, la vie. Alors, ce soir, donc, si je me présente devant vous aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement pour commenter ce qui est, mais pour vous parler un peu de ce qui devrait être. Et aussi, c'est comme homme que je le fais, c'est comme Québécois, comme citoyen, comme militant. Alors, ce soir, plus précisément, je viens vous parler de victoire. Pour reprendre les mots de Jean-François Lisée, le chemin des victoires, ou il y a la version de Fidel Castro, les chemins de la victoire. Pour ceux qui ont lu ce traité incontournable. Bon. Vous savez, les adeptes de la dépendance, les suppôts de la résignation nationale auront beau dire ou croire ce qu'ils veulent, ils auront beau enterrer 1000 fois l'idée d'indépendance, et 1000 fois, certainement, ils voudront l'évincer de nos esprits et de nos cœurs. Mais 1000 fois, elle reviendra, et 1000 fois, elle renaîtra. Alors que les sceptiques se détrompent, il n'y a pas de fatalité dans le fait pour un peuple d'être subordonné à un autre. Toujours, en tout temps, et chaque minute qui passe, les peuples gardent en réserve leur pouvoir d'agir par et pour eux-mêmes, ce pouvoir qu'on appelle souveraineté du peuple et qui leur est intrinsèque. Et malgré le passage du temps, des générations, malgré la choyennerie ordinaire de nos dirigeants et malgré tous ceux qui, de temps à autre, se laissent endormir au son des berceuses de l'indifférence notamment, la volonté de se lever, la volonté d'être libre, la volonté d'agir par soi-même, ce qui vaut tant pour les individus que pour les peuples, eh bien, cette volonté, elle couve toujours. Parce qu'après tout, c'est là le substrat de la vie, comme disait notre grand historien Maurice Séguin. Vivre reste en tout temps, donc, synonyme de liberté. Alors, voilà, par exemple, la leçon de vie et d'espoir que nous donnent ces derniers temps les Catalans et les Écossais aussi. Eux qui, après avoir traversé des siècles sans autre statut que celui de peuple annexé ou de peuple inféodé, ont chacun pris rendez-vous avec l'histoire récemment. Cette extraordinaire résilience de l'idée de liberté, c'est aussi ce qu'un grand nombre d'autres nations ont su démontrer par le passé. Comme il en aura fallu du temps, des siècles de lutte, des siècles aussi de tergiversation, tourments, jusqu'à ce que les Irlandais, les Grecs, les Polonais, par exemple, accèdent enfin au statut d'État.
Et moi, j'ai l'intime conviction que le Québec ne fait pas exception. Et que l'histoire n'est jamais finie. Pour reprendre les mots de Gaston Miron, ça ne pourra pas toujours ne pas arriver. Dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, on peut lire ceci. Lorsque, dans le cours des événements humains, il devient nécessaire pour un peuple de dissoudre les liens politiques qui l'unissent à un autre et de prendre parmi les puissances de la terre la place séparée et égale à laquelle les lois de la nature lui donnent droit, le respect dû à l'opinion de l'humanité, oblige ce peuple à déclarer les causes qui le déterminent à la séparation. Alors, je pense que ça ne peut que résonner dans nos consciences parce qu'en effet, être québécois, n'en déplaise à Jean-Marc Fournier et Philippe Couillard, être québécois, ça ne se réduit pas simplement à une façon d'être canadien. Être québécois, c'est notre façon d'être humain. Et c'est cette humanité toute particulière qui nous habite, qui s'est vue meurtrie par des siècles de dictats et d'injustice et qui se traduit encore de nos jours dans les calamités ordinaires, petites et grandes, qui sont liées à notre condition de province et qui parsèment notre actualité politique. Et à cet égard, si je devais énumérer les décisions du Canada qui nuisent à notre avancement, je pense que j'en aurais pour des jours, si ce n'est des semaines. On peut penser au déclassement cavalier de la Davie, au mépris de nos agriculteurs dans le cadre des renégociations de l'ALENA, les coupes inacceptables dans les transferts fédéraux en santé, la priorité accordée aux pétrocrates albertains, le fiasco environnemental canadien avec tous ses projets écocides comme Énergie-S, les avantages indus octroyés à l'industrie automobile ontarienne et au pôle économique torontois, le dossier du cannabis, évidemment, Muskrat Falls, le dossier Netflix, le vol des surplus de l'assurance-emploi, les attaques systématiques contre notre langue, le pouvoir fédéral de dépenser qui envahit nos quelques champs de souveraineté, les investissements hypermassifs dans le militaire, les tentatives de centralisation des valeurs mobilières, la politique internationale canadienne qui éclipse le Québec le plus souvent, les clins d'œil à l'Arabie saoudite, le traitement inacceptable des Premières Nations, le multiculturalisme enchâssé dans la Constitution, le dossier de l'immigration, la monarchie alouette. Alors, pour renouer avec la victoire, il faudra, à mon avis, retrouver en nous la force de contrer toutes et chacune de ces calamités, de manière à faire comprendre à nos compatriotes qu'on ne peut pas sérieusement continuer comme ça. Il faut opposer à la force d'inertie d'Ottawa, qui pèse sur le statu quo jusqu'à scléroser notre avenir. Il faut opposer à cette force d'inertie une force citoyenne suffisamment puissante pour générer à nouveau de l'avancement et de l'extraordinaire. Et pour ça, il ne suffit pas de proposer, évidemment, un changement dans la gouvernance provinciale. Aussi séduisant que ça puisse paraître, eh bien, le changement, le sacro-saint changement, on l'a bien vu, ça ne veut strictement rien dire. Parce que tant qu'on est une province, je crois que plus ça change, plus c'est pareil. Et aussi parce que tant que nous sommes une province, je regrette, mais il n'y en aura pas de style bon gouvernement. Je pense que le style bon gouvernement, le seul qui vaille, eh bien, c'est lorsqu'on se gouvernera par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Mais d'ici là, bien sûr, il y a du pain sur la planche, c'est le moins qu'on puisse dire, et je pense que pour que le pain soit comestible, pour que la pâte lève, eh bien, il nous appartient d'être le levain dans la pâte, comme disait M. Parizeau, et aussi, comme il disait, il faut retrouver le sens de la victoire, des victoires, parfois aussi modestes soient-elles. Parce que l'indépendance, ce n'est pas abstrait. Ce n'est pas un combat dépris de notre réalité politique. Ça se construit à force de courage et de mobilisation. Il faut qu'on investisse nos énergies dans cette logique, non seulement, bien sûr, dans la parole, mais dans l'action, en nous fixant notamment des objectifs atteignables. Et au-delà de nos défaites, vous savez, je ne sais pas combien il me reste de temps, mais je souhaitais revenir, parlant de victoire, tiens, je souhaitais revenir ce soir avec vous sur un grand combat, un immense combat, eh bien, qu'on a remporté cette année. Je parle du combat pour notre loi 99, la loi sur l'exercice des droits fondamentaux du peuple québécois. Vous savez, l'an dernier, il y a eu un important procès qui s'est tenu en Cour supérieure. Et en filigrane de ce procès, il y avait cette question shakespearienne, le peuple québécois existe-t-il? Existe-t-il en droit, à tout le moins? Oui ou non? Et le peuple québécois a-t-il des droits? Oui ou non? C'est quand même pas banal.
C'est incroyable que dans les médias, on en ait entendu si peu parler. Alors, si la réponse à ces questions peut vous sembler évidente, manifestement, il en est autrement dans l'esprit de certains qui s'affairent en ce moment même à achever juridiquement le peuple québécois devant les tribunaux. Si bien qu'en 2017, qui était une année de grand anniversaire pour le Canada, les Québécois ont été convoqués non pas à un, mais à deux grands parties. Alors tout d'abord, évidemment, il y a eu ce grand party à 500 millions de dollars commandité par M. Trudeau pour nous faire croire en certains faits alternatifs sur la véritable nature du Canada. Et puis, avec ce procès de la loi 99, on a eu droit à un autre party, un authentique party de sous-sol, celui-là, avec Chips Lays et Canada Dry en prime, très, très dry. Le genre de party plate, mais auquel, bien sûr, on n'a pas le choix d'assister. Et alors, la valse des unifoliés a fait place à une danse macabre sur le rythme endiablé de la Constitution. Le genre de party qu'on a hâte de quitter à la fin de la soirée ou duquel on voudrait filer à l'anglaise. Dans ce dossier de la loi 99, eh bien, c'est Ottawa lui-même qui est venu secouer l'arbre constitutionnel, lui qui pourtant nous répète sans cesse, comme pour faire diversion, que le débat sur la Constitution, sur l'avenir politique du Québec, ce débat serait dépassé et qui ne sert à rien de ressasser des vieilles chicanes et que la question nationale, au fond, ce n'est pas une vraie affaire, et bref, qu'il faut se taire et s'occuper d'économie, par exemple. C'est de l'hypocrisie profonde. Parce qu'au moment même où il dit ça, le gouvernement canadien travaille en catimini à mettre en œuvre son propre agenda constitutionnel contre les intérêts, contre l'intérêt national du Québec, contre les droits fondamentaux du peuple québécois, et en usant pour ce faire de toute l'autorité d'une Constitution, évidemment, qu'on n'a jamais ratifiée. Vous savez, depuis les débuts de la Confédération, la mal nommée Confédération, les innombrables rondes de tournage en rond constitutionnel et puis les revers successifs qu'on a essuyés au Québec, que ce soit à la Cour suprême ou ailleurs, tous ces revers ne manquent pas de nous rappeler que la Constitution, n'en déplaise à plusieurs, eh bien, c'est une vraie affaire. Autant d'événements qui ont achevé, désillusionné ceux qui, dans la belle province, entretenaient encore, jusqu'à récemment, et entretiennent encore, pour certains, une certaine idée québécoise du Canada. Le biculturalisme, les deux peuples fondateurs, le droit de veto du Québec, les sièges en jeu pour le changement, l'espoir de la reconnaissance d'un statut particulier pour le Québec, la société distincte, la vieille aspiration à la Henri Bourassa pan-canadianiste, le confédéralisme, le bilinguisme coast-to-coast, et j'en passe, autant le dire, eh bien tout ça, c'est mort et enterré. Alors, comment se fait-il qu'on n'agisse pas en conséquence? Et le peu d'espoir constitutionnel qui, d'aventure, oserait encore gigoter, eh bien, dégage une drôle d'odeur de putréfaction à des kilomètres à la ronde, mais apparemment, la mort constitutionnelle du Québec fédéraliste, ça ne suffisait pas à satisfaire les ambitions ténébreuses de certains inconditionnels du Canada. Il leur fallait finir la job en s'acharnant sur le restant de dignité, je dirais, que peut encore invoquer le peuple québécois dans cette galère, du moins dans sa loi, c'est-à-dire la loi 99. Alors, aux côtés de l'ancien chef de l'Equality Party, M. Keith Anderson, le gouvernement canadien lui-même demande à des juges qu'il a lui-même nommés de neutraliser cette loi qui compte parmi les plus fondamentales jamais décrétées par l'Assemblée nationale. Et en promulguant la loi 99 en l'an 2000, le Québec s'est montré grand, il s'est montré digne, il s'est montré fier, et surtout, il a su se tenir debout pour une fois face aux zèles antidémocratiques des Dion et des chrétiens qu'on voyait récemment à la télé récemment, aux zèles de ces énergumènes, finalement, qui s'étaient complètement déshonorés quelques mois plus tôt à Ottawa en faisant adopter l'inqualifiable loi C-20 sur la clarté. La loi 99, c'était donc une façon intelligente de répondre à C-20, une sorte d'antidote à cet héritage empoisonné que nous a laissé Stéphane Dion et consorts. Mais malheureusement, à l'heure où on se parle, cet antidote, eh bien, certains font tout pour nous l'enlever. Et c'est donc dire qu'en plein 150e du Dominion l'an dernier, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, que j'ai l'honneur de présider, n'a pas eu le choix de se relever les manches, puisque nous estimions que le Québec ne devait pas se laisser injurier de la sorte. Et en pareille circonstance, je crois que l'histoire elle-même ne nous donne pas le choix de répliquer et de faire valoir fermement et sans compromis nos aspirations.
et notre droit à l'existence. Et parlant d'histoire, vous savez, oui, ça fait 184 ans que cette bonne vieille Société Saint-Jean-Baptiste agit comme chef de file du mouvement citoyen pour l'avancement de notre combat national. Et pendant tout ce temps, elle est restée là, solide comme le roc. Elle a veillé au grain, toujours en restant fidèle à son mandat historique en tant que première Société nationale, en tant que mère aussi, et en quelque sorte centre de gravité de ce mouvement, ou ministère, pourrait-on dire, véritable ministère du combat civique et patriotique au Québec. Et ce mandat, cette mission fondamentale, consiste à rappeler inlassablement à nos élus et à nos élites et à nos dirigeants qu'on existe. Et parfois, il faut leur botter le derrière pour qu'ils se le rappellent un peu plus intensément. Mais tout ça pour bien signifier, bien sûr, qu'il y a ici un peuple et que ce peuple peut, doit et mérite de vivre et de s'émanciper. Et surtout, je garde la ferme conviction que ce peuple vivra, qu'il s'émancipera, parce que c'est inexorable. Et parce qu'il ne s'agit pas seulement pour lui de survivre aussi, mais d'accoucher de lui-même pour parachever cette grande aventure de 4 siècles qui nous rend si entêtés d'avenir. Alors, tant qu'à l'instar de la SCJB, notre volonté sera de faire, tant qu'on voudra faire, plutôt que se laisser faire, comme disait la chanson, eh bien, c'est sur ce faire que nous construirons notre pays. Vive la liberté, vive l'indépendance. Merci.